Alors on y va. Donc, je disais, je vais juste prendre une dizaine de minutes pour vous donner la vision que Forrester a de ce qu'on appelle la Green Market Revolution. C'est chez Forrester un des 5-6 axes de recherche au niveau mondial qu'on a déployé depuis 2-3 ans. Et pourquoi on parle de révolution? Pour deux raisons principales. La première, c'est que, et je crois qu'on ne le mesure pas encore assez bien, ça va être beaucoup de disruption et d'innovation. Et on fait le parallèle, nous, en termes d'échelle, avec les révolutions industrielles des siècles passés. Donc c'est extrêmement important d'avoir en tête que ça va s'étaler sur plusieurs années, plusieurs décennies, comme les révolutions précédentes, sauf qu'on n'a pas forcément tout ce temps pour pouvoir se préparer. C'est bien l'enjeu, et c'est bien la deuxième caractéristique de cette révolution, c'est que de gré ou de force, qu'on le veuille ou non, tout à chacun, vous comme moi, comme consommateur, comme citoyen, on va devoir changer nos modes de vie, nos consommations, de la façon dont on se déplace, à l'énergie qu'on utilise, aux ingrédients qu'on mange. Donc c'est deux révolutions très importantes, deux éléments de cette révolution qui finalement jusque-là sont encore assez mal appréhendés par les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a une dimension parfois, j'ai envie de dire, corporate, philanthropique. Il y a une fondation, mais on ne fait pas évoluer le modèle économique. Il y a parfois une dimension, on va dire RSE, ESG, qui est très autour de la notion de compliance, de légal, d'analyse du risque. Mais on n'est pas encore assez dans une logique d'opportunité. Et nous, on pense, chez Forrester, que pour les entreprises, la simple logique éthique, la simple logique de l'analyse de risque ne sera pas suffisante pour pouvoir vraiment passer à l'échelle. Il faut aussi que les entreprises, et je ne suis pas en train de dire que c'est la solution sociétale, il y a évidemment un rôle des citoyens, des consommateurs, des gouvernements, mais pour les entreprises, il faut qu'elles puissent être à la fois profitables et durables. Donc c'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Et c'est vrai que quand on parle aux dirigeants, et moi j'en interviewe beaucoup dans des comités de direction qui doivent mettre en musique un certain nombre d'ambitions, certains parlent, heureusement, pas assez, mais de plus en plus, du changement climatique. Et puis quand on rentre un peu plus dans les détails de ce qu'est exactement un scope 1, un scope 2, un scope 3, là on voit déjà que c'est un peu plus compliqué. Et si on fait un petit pas de recul, vous le savez sans doute puisque vous êtes mature ici dans cette audience, le changement climatique n'est que l'une des 6 limites planétaires qui ont déjà été dépassées par Millennium. Il y a évidemment bien d'autres enjeux que simplement le climat, et tous sont liés ensemble. On est sur des problématiques, sur une problématique systémique. Et c'est vrai qu'on a l'impression parfois de maîtriser ces sujets-là, de les connaître. Et en fait, pour être tout à fait franc, moi j'ai découvert très récemment que ces 9 limites planétaires qui ont été définies par le Stockholm Resilience Center en 2015, il n'y a aucune référence dans les travaux du GIEC à ces travaux-là, ce qui est assez étonnant dans les sources. Donc on voit qu'il va falloir désapprendre beaucoup de choses et apprendre beaucoup de choses. Quand je dis désapprendre, c'est que on a tous été éduqués d'une certaine façon avec un peu l'impératif, le mantra de Descartes, que l'homme est maître et possesseur de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire réellement aujourd'hui ? Dans les écoles de management, on apprend tous qu'il faut maximiser le ROI et la valeur pour l'actionnaire, mais c'est difficile de mesurer les externalités négatives et les externalités positives. Et donc, nous, c'est ce qu'on a fait depuis plusieurs années, les analystes qui travaillent chez Forrester sur ce sujet-là. Moi, j'ai beaucoup lu des thématiques différentes, parfois contradictoires, parce qu'on est sur un sujet où je pense qu'il faut aiguiser l'esprit critique. Donc, que ce soit des historiens, des philosophes, des hommes politiques, des entrepreneurs, c'est important parce qu'on est sur un changement de paradigme très important et qu'il va falloir mélanger finalement ces différentes sciences pour pouvoir innover. Et c'est d'autant plus important d'éduquer les dirigeants à cette problématique-là que, en fait, les consommateurs vont de plus en plus le demander. Vous avez en France plus de 2 consommateurs sur 3, 69% exactement, qui disent que c'est à l'entreprise d'avoir la responsabilité de protéger l'environnement. Mais, ce qui est un gros mais quand même, vous en avez moins d'un tiers qui disent faire confiance à l'entreprise pour s'engager à réduire le changement climatique. Donc c'est ce fossé qu'il faut évidemment résoudre. La bonne nouvelle,
on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux acteurs, dont certains sont ici dans la salle, qui innovent et qui viennent finalement changer le statu quo. Vous avez vu le nouveau classement de l'index French 40 120 French Tech. Il y a aujourd'hui la catégorie Green Tech est celle qui a, par exemple, levé le plus de fonds en 2023, 2,8 milliards sur les 10. Et dedans, il y a effectivement des sociétés qui deviennent des références à l'international. Et c'est une bonne chose. Je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas technosolutionniste, donc je ne suis pas en train de vous dire que c'est la technologie qui va sauver le monde, mais c'est plutôt une bonne chose d'avoir ces approches d'innovation et de disruption. Et puis après, vous avez plein d'autres acteurs. J'ai mis volontairement pas mal de logos d'acteurs français ici, qui sont des sociétés à impact, des sociétés à mission, des bicorps, qui innovent pas forcément par la technologie, mais qui innovent par leur modèle économique, leur process, leur façon de faire et d'engager leurs collaborateurs. Ça, c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi à l'international. Vous avez beaucoup de logos de sociétés qui sont très disruptives, très innovantes, que vous connaissez probablement, peut-être pas tous. Et il y a parmi ces sociétés, notamment dans le domaine de l'énergie, certains acteurs qui sont déjà valorisés plusieurs dizaines de milliards de dollars. Mais au final, on est quand même beaucoup sur des startups, des scale-up, des grosses PME. Et vous auriez raison de me dire, mais et les grandes entreprises dans tout ça? Eh bien, c'est effectivement celles qui ont une empreinte sur l'environnement qui est forte, et ce sont celles qui ne sont pas forcément les plus matures sur leur transformation et qui ont du mal à passer à l'échelle. Donc chez Forrester, on a défini 5 niveaux de maturité. Un stade 0 qu'on appelle compliance, donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui arrive avec la CSRD, et dans bien des cas, il y a l'idée que ce n'est pas forcément un outil de transformation stratégique, mais qu'il faut cocher la case, entre guillemets, pour être associé à la réglementation. Le deuxième niveau de maturité, c'est ce qu'on a appelé commitment and roadmap. C'est-à-dire vous avez une vision cible à 2030, 2040, 2050, et puis vous savez à peu près comment vous allez y aller. Je dis à peu près parce que ce n'est pas encore très bien décliné opérationnellement. Et là, selon nous, parmi les grandes entreprises, vous en avez de l'ordre, enfin une très très grande majorité, de l'ordre de 85%, qui sont à ce stade 0 ou à ce stade 1. Le stade 2, 5 à 15% des entreprises, c'est ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle, quand la notion de durabilité est diffusée partout dans l'entreprise, dans toutes les fonctions, dans toutes les business units, dans tous les pays. Puis il y a 2 autres stades qui sont ce qu'on a appelé l'innovation disruptive, et encore une fois, on n'est pas que sur de la technologie. Et puis Green Future Generation Safe, qui est là un stade plus aspirationnel, où vous avez finalement très 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 peu d'acteurs, peut-être quelques-uns des logos que je vous avais vus avant, qui sont des entreprises régénératives, mais finalement il y en a très très peu, et il n'y a pas beaucoup de grands groupes. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même quelques grands groupes, je vais en citer quelques-uns. Je pense à des acteurs comme Bell, par exemple, dans l'univers du luxe, un acteur comme Kering. Ça fait plusieurs années qu'ils ont mis en place un PNL environnemental. Ils ne l'utilisent pas encore suffisamment comme un outil de prise de décision, mais certaines des maisons et des marques du groupe, comme Stella McCartney, sont pas mal en pointe. Vous avez aussi des acteurs dans l'univers de la technologie, un Capgemini, un Dassault Systèmes, qui aiment à modéliser et à concevoir un certain nombre d'usines et de produits qui ont un impact important sur l'environnement, sont des acteurs intéressants. Dans le domaine industriel, il y en a beaucoup plus. Nexans, typiquement, dans l'univers des câbles, qui est une marque peu connue, par définition, puisqu'elle est sur des câbles et sur ce qui est invisible, est une entreprise qui a su s'adosser à l'économie circulaire et avoir une logique de valeur et moins une logique de volume. Et puis, vous avez un autre acteur dans l'efficacité énergétique, par exemple, un Schneider Electric, qui, pour moi, est pas mal en pointe dans cette transformation et qui est d'ailleurs plus transparent. C'est un des rares acteurs qui communique trimestriellement à ses actionnaires financiers. Je ne parle pas d'un rapport corporate avec 150 indicateurs à la fin de l'année. Je parle d'un rapport trimestriel à ses actionnaires sur une dizaine de KPI d'impact. Donc voilà une société qui est un peu plus mature. Et ce qu'on constate dans les traits communs qu'ont ces grandes entreprises qui sont plus matures, c'est 3 choses, et je terminerai par ça. Le premier élément, c'est qu'elles ont un leadership audacieux. Elles ont un dirigeant, un PDG, qui incarne le changement et qui fait en sorte, pas simplement de définir une mission ou une vision ou un purpose pour l'entreprise, mais qui aligne son modèle économique. Donc ça suppose de mesurer et de
corréler la performance financière et la performance et la performance environnementale et sociétale. Et bien souvent, dans ces sociétés, le Chief Sustainability Officer ou le directeur de l'engagement ou le directeur de l'impact, peu importe comment on le nomme, il rapporte directement au PDG ou il est en charge de la stratégie ou avec la CSRD, il rapporte au directeur financier. Mais en tout cas, il a moins tendance à rapporter au responsable de la communication ou au responsable du legal ou de la compliance. Le deuxième facteur clé de succès, c'est l'exécution opérationnelle. C'est-à-dire comment je diffuse partout dans l'organisation et comment je prends des décisions d'investissement au niveau d'un produit, au niveau d'une fonction, au niveau d'une business unit, au niveau d'un pays, basées justement sur des analyses de cycle de vie, sur des analyses de double matérialité, où je prends en compte l'impact négatif et positif que j'ai sur l'environnement. Et puis le dernier élément qui est clé, ce ne sera pas une surprise pour vous, c'est la confiance. C'est-à-dire comment j'aligne l'ensemble de mes parties prenantes, comment je fais en sorte que mes fournisseurs deviennent des partenaires stratégiques et comment je fais en sorte que mes collaborateurs deviennent de vrais ambassadeurs de la marque. Donc ça paraît simple comme ça sur le papier, mais évidemment ça ne l'est pas. Et c'est pour ça que ça va être très intéressant d'avoir le retour d'expérience d'un grand groupe comme le groupe Rocher, et là en particulier pour la marque Yves Rocher, puisqu'on a la chance exceptionnelle d'avoir avec nous ce matin Guillaume Darouzé, qui va me rejoindre sur scène et avec qui on va pouvoir avoir un échange d'une bonne demi-heure. Merci de l'accueillir. Merci à toi, Thomas. Merci beaucoup Guillaume de venir. Je sais que tu as un emploi du temps chargé en plus cette semaine et que tu justement rencontres tes actionnaires demain et après-demain. Donc merci d'avoir pris le temps. Je vais te présenter très brièvement et présenter Rocher avant de te laisser rebondir. Mais ce serait un peu compliqué de résumer ton parcours. Mais tu as été plusieurs fois directeur général de différentes marques, que ce soit chez Darty, chez Cyrillus Verbaudet, Grand Vision. Tu as rejoint le groupe Rocher en 2015 sur différentes fonctions internationales au niveau exécutif. Puis après, tu es passé en charge de petits bateaux. Et puis, depuis finalement moins d'un an, 9 mois, même moins, c'est ça, tu es donc le patron d'Yves Rocher et tu es membre du comité exécutif du groupe Rocher. Alors, groupe Rocher, on a évidemment tous en tête cette marque iconique Yves Rocher, mais le groupe Rocher, c'est 9 marques, c'est 2,4 milliards de chiffre d'affaires. Et la marque Yves Rocher, je parle sous ton contrôle, mais c'est 6800 collaborateurs, c'est 2300 magasins, c'est 20 millions de clients, c'est des centaines de millions de produits distribués, fabriqués et distribués chaque année dans 90 marchés. Donc c'est une marque internationale et donc on a la chance que tu nous racontes un petit peu aussi l'histoire parce que je crois qu'en 2019 vous étiez une des premières justement marques internationales à devenir entreprise à mission, une des toutes premières. Et ma question toute simple, c'est que vous aviez déjà un ADN très fort avec votre fondateur autour de la nature. Et donc, pourquoi être devenu entreprise à mission? Ça, c'est une grosse question. C'est à la fois pour nous une fierté d'être entreprise à mission et j'allais dire une normalité par rapport à notre passé. Alors fierté parce que tu l'as dit, c'est le premier groupe international français à devenir groupe à mission. Et donc forcément, ça nous a imposé certaines règles qu'on voulait s'imposer à nous-mêmes, hein, c'est-à-dire de mettre la RSE, l'environnement au même niveau que la profitabilité. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux, et on travaille les deux en même temps. Et puis une normalité, parce que tu l'as dit, la nature, elle est au cœur de la marque Yves Rocher, hein. On est né il y a 65 ans dans la Bretagne pour produire, fabriquer, et d'ailleurs sur place, avec des plantes faites dans nos champs, fabriquer des produits naturels et responsables. Et c'était la vision de monsieur Yves Rocher qui disait d'ailleurs « Sauver les plantes, elles nous sauveront ». Et donc c'est véritablement ça pour nous d'être entreprise à mission parce que c'était dans le prolongement de tout ce qu'on faisait avec une petite contrainte supplémentaire, c'est de publier et de nous mettre la barre encore plus haut. Donc on a voulu passer groupe à mission et entreprise à mission.
Vous aviez, je crois, entrepris une démarche pour être B Corp, qui est un label assez exigeant, avec une obligation de résultats et pas simplement de moyens, et puis des audits tous les 2 ans. Pourquoi ne pas avoir continué, être allé jusqu'au bout? On a effectivement entrepris d'être B Corp en 2019, avec la volonté finalement d'aller encore plus loin que l'entreprise à mission, parce que l'entreprise à mission, c'est un cadre moins précis que B Corp, hein, sur l'entièreté des problèmes environnementaux et sociaux. Et en fait, on est revenu un peu en arrière parce que, pour 2 raisons, hein. La CSRD arrive et nous impose aussi beaucoup de réglementation et d'avancées dans la bonne direction. Et donc, c'était un peu un doublon. Et deuxièmement, on avait créé aussi, il y a quelques mois, un programme qui s'appelle Act Beautiful, agir de belle manière, agir en beauté, qui est un gros programme ambitieux, qui est une démarche continue d'amélioration de l'environnement et de l'impact sociétal. Et donc, du coup, on s'est dit que c'était doublon et qu'on n'avait pas non plus les ressources pour travailler à la fois la mission, la CSRD, B Corp et notre programme à nous, Act Beautiful. Et tu dirais entre B Corp, je sais que vous êtes aussi Società Benefit en Italie, il y a différents statuts, la CSRD et B Corp, quel est celui qui est le plus exigeant selon toi comme cadre? C'est presque, j'allais dire, ce qui est le plus exigeant, c'est ce qu'on s'impose à nous-mêmes. La CSRD, B Corp, c'est des calculs, c'est des KPI, et il faut le faire, et ce sont des opportunités, on y reviendra peut-être. En revanche, nous, on s'impose vraiment d'être le leader en RSE dans le monde sur la cosmétique. Et on travaille aussi avec d'ailleurs d'autres sociétés cosmétiques. Mais l'idée, c'est que on va toujours se mettre des ambitions plus fortes. Et chaque année plus fortes, qui vont même au-delà des réglementations existantes, qu'elles soient américaines, qu'elles soient françaises, qu'elles soient italiennes, tu les as citées. Alors justement, puisqu'on parle de mission, je crois qu'au niveau du groupe Rocher, la mission, c'est de reconnecter les hommes et les femmes à la nature. Est-ce que tu peux nous dire, pour la marque Yves Rocher, ce qu'il en est et concrètement, comment ça se traduit pour les clients ou les clientes? Alors la mission du groupe est effectivement de reconnecter les hommes et les femmes à la nature, hein. C'est de l'origine parce qu'on croit que la nature, et on en est d'ailleurs persuadé, que la nature a un effet positif sur le bien-être des individus. La mission d'Yves Rocher est un peu différente, elle est d'agir pour respecter et protéger le pouvoir des plantes. Et du coup, elles se rejoignent un tout petit peu dans les actions. Dans les actions, on va avoir 2 types d'actions. Les actions autour de l'activité même de l'entreprise Yves Rocher, hein. Vous le savez, on produit des produits à base de plantes. Et directement, on est quelque part connecté à la nature, on est dans la protection des plantes puisqu'on les cultive en agroécologie. Donc ça va être utiliser 100% d'actifs végétaux, ça va être d'être le degré de naturalité le plus élevé dans l'industrie cosmétique. On est aujourd'hui à 93% sur tous nos produits de soins, ce qui est vraiment le top du top. Et on ne va pas s'arrêter là, on va continuer. Donc j'allais dire, autour de notre activité pure, on est déjà dans cette mission. Et puis après, il y a des actions, tu le disais tout à l'heure, il y a des actions philanthropiques et des actions de mobilisation des collaborateurs et de nos clients. Alors, en philanthropie, on fait beaucoup de choses depuis un grand nombre d'années avec la fondation Yves Rocher. On est le premier mécène, la marque est le premier mécène de cette fondation, qui a plusieurs objectifs, dont un qui est effectivement de planter des arbres depuis plus d'une quinzaine d'années. Nous plantons sans vouloir compenser les effets négatifs, hein, de la marque. Nous plantons parce qu'on est persuadé que planter est bon pour la planète. Nous plantons 125 millions d'arbres depuis quelques années. Et après, il y a cet aspect de mobilisation de nos collaborateurs et des clients. Sur les collaborateurs, on a beaucoup avancé. Nos collaborateurs, on leur donne une demi-journée par an pour aller mettre les mains dans la boue, on ne dit pas dans le cambouis, mais dans la boue, pour une action avec une entreprise ou une association pour l'environnement, sous l'égide souvent de la fondation d'ailleurs Yves Rocher, pour bien les sélectionner. Et aussi, j'allais dire en plus, par rapport à planter, on plante régulièrement. Moi, je plante 2 fois par an avec des collaborateurs des arbres autour de Paris, en France ou à l'étranger. Donc il y a cette mobilisation des collaborateurs qui est bien engagée. On va dire que 100% de nos collaborateurs siègent
sont mobilisés. On est en train de déployer ça au niveau de nos collaborateurs magasins. C'est plus compliqué de les sortir des magasins. Et puis, il y a l'aspect qu'on a encore assez peu développé, c'est d'engager nos clients. Et là, de les inviter dans des plantations, de les inviter dans des actions avec les associations pour lesquelles nous travaillons. Alors c'est vrai que je ne sais pas si vous mesurez, ce qu'on parle souvent de l'idée de planter des arbres, vous maîtrisez les espèces végétales, 125 millions d'arbres, c'est assez important. Pour vous donner un ordre de grandeur, je parle sous ton contrôle, mais dans le plan du gouvernement, au niveau national, l'objectif est de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Et toute la question, c'est de sélectionner évidemment les bonnes espèces et pour les planter aux bons endroits. Donc c'est quelque chose que je crois vous ne faites pas à la légère, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disent on plante des arbres, on contribue, et vous ne faites pas ça effectivement, comme tu l'expliquais, en compensation, mais c'est un vrai programme d'envergure. Juste pour revenir sur l'aspect CSRD que tu évoquais, donc je sais que vous êtes, comme beaucoup de grandes entreprises, en train de la préparer. Vous avez déjà fait, à l'inverse de pas mal d'entreprises, dans les exercices passés, des analyses de double matérialité. Est-ce que tu peux peut-être partager à l'audience ce que tu as appris en tant que dirigeant de ces analyses de double matérialité? Est-ce que, voilà, quand on commence et on ne sait pas peut-être par où commencer, parce que ça a été évoqué tout à l'heure, être un peu impressionnant, quel est ton retour d'expérience, toi, déjà, de l'analyse de double matérialité, et puis de là où vous en êtes sur le chemin de la CSRD? La CSRD, pour nous, on l'a vu dès le départ comme une opportunité. Une opportunité à deux niveaux. Un, c'est d'accélérer les actions d'interdépendance entre ce qu'on appelle la profitabilité et l'impact environnemental. On était déjà bien avancé, on continue d'accélérer sur cette direction. Et puis, deux, le calcul et les impacts de nos externalités négatives, qui était quelque chose qu'on avait commencé à travailler, mais pas jusqu'au point de la CSRD. Et donc là, ça nous fait progresser, ça nous fait avancer dans la bonne direction de calcul effectivement de ce qu'on impacte, mais aussi ce que l'environnement et les évolutions de l'environnement vont impacter dans le business model, dans le modèle d'affaires de la marque Yves Rocher, et de se préparer et d'anticiper. Donc on a pris, je pense, une bonne longueur d'avance en travaillant cette double matérialité par rapport à où on était avant, même si on se pensait déjà très bon. Le deuxième aspect, c'est de la CSRD pour nous, c'est de déployer cette vision de la CSRD, comme je le disais, comme un impact positif pour nous, auprès de l'ensemble des équipes. Ce n'est pas qu'un sujet d'un directeur financier, j'en ai entendu parler un peu ce matin, il faut éduquer le directeur financier, oui, mais pas que. C'est vraiment une éducation de l'ensemble des départements de l'entreprise. Et donc nous, on éduque l'ensemble de nos ambassadeurs RSE, parce qu'on a des ambassadeurs dans chaque fonction RSE, dans chaque métier RSE, dans chaque pays du monde, pour qu'ils soient éduqués à CSRD et que ça ne soit pas vu comme une contrainte, mais au contraire comme une opportunité d'accélérer notre mouvement d'impact positif. Et donc là, l'objectif, c'est pour l'exercice 2024, ce sera votre première publication. Si on va, j'ai parlé de changement climatique et de carbone, le fameux scope 1, 2, 3, vous produisez et vous distribuez des centaines de millions de produits. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur grosse maille le scope 1, 2, 3? J'imagine, comme souvent, le scope 3, c'est l'essentiel. Mais quels sont les leviers que vous avez de réduction? Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres? Je sais que vous n'avez pas publié vos derniers chiffres 2023, mais au moins ce que tu peux communiquer sur un peu les grosses mailles du scope 1, 2, 3 et des leviers d'action que vous avez, parce qu'il y a des choses qui sont assez différentes de ce qu'on observe dans l'industrie cosmétique. C'est vrai. Alors déjà, pour tous les dirigeants et tous ceux qui travaillent sur le sujet, scope 1 et 2, je ne vais pas dire que c'est bullshit, mais c'est vraiment marginal par rapport à l'empreinte carbone globale d'une entreprise. Donc il faut absolument, absolument travailler sur scope 1, 2 et 3. Si je prends l'exemple d'Yves Rocher, le scope 3, c'est 96% de l'empreinte carbone. Et pourtant, on produit beaucoup de choses nous-mêmes. Donc ça veut dire que vraiment, il faut travailler son impact au niveau du scope 3 et c'est fondamental. L'empreinte carbone de Yves Rocher est d'environ 100 000 tonnes d'équivalent carbone. Comme ça, vous avez à peu près le chiffre.
Dans ces 100 000 tonnes, un gros tiers, ce sont les produits. Produits étant à la fois le packaging et les ingrédients. Le plus gros dans les deux, c'est les packaging, hein, et notamment le plastique que nous utilisons, j'y reviendrai après. Le deuxième gros pavé d'impact environnemental, c'est notre politique commerciale, la politique commerciale qui est un peu particulière chez Yves Rocher. Hein, vous le savez, on envoie beaucoup de mailing papier, notamment le jour de votre anniversaire. Vous aimez bien recevoir ce mailing papier, mais il y a un moment, il va falloir les diminuer aussi. C'est à peu près 27% de notre empreinte environnementale, hein, les mailing papier et les cadeaux que nous offrons à nos consommateurs. Et après, vous allez avoir le transport, des choses un peu plus classiques pour des entreprises. Le transport à hauteur de 18%, 12% l'empreinte de nos magasins. Et on a fait à peu près le tour, puisqu'on doit être à 90% sur les 100% des 100 000 tonnes dont j'ai parlé. L'évolution de notre empreinte, elle va dans le bon sens, parce qu'on travaille dessus, j'allais dire, depuis l'origine, mais on accélère nos actions depuis quelques années. Et notamment en 2023, on a réussi à réduire notre empreinte carbone de 9%, avec un objectif qui était plutôt autour de 5%. Et en 2024, on se donne à nouveau un 5% de réduction de cette empreinte carbone pour cette année, avec l'objectif global étant à 2030 de faire moins 50% versus 2019 ou moins 30 versus 2022. Alors, je vous donne deux références. Pourquoi la 2022 ? Parce qu'on est en train de travailler et de valider nos objectifs avec le SBTI, qui est Science Based Target Initiative. Science Based Target Initiative, c'est une association, un groupement qui vise à valider les trajectoires carbone des entreprises pour qu'elles répondent aux défis climatiques et notamment qu'elles soient dans les critères définis à Paris, au Congrès de Paris il y a quelques années. Donc, c'est de rester dans ce 1,5 degré. Donc voilà, on se donne des grosses ambitions. Alors, évidemment, la réduction elle est plus facile au départ que les prochaines années, mais on est assez confiant pour arriver dans ces chiffres-là. Pourquoi ? Parce qu'on va travailler sur trois gros leviers. Le packaging, je le disais, hein, notamment avec le plastique, de réduire notre empreinte plastique et de réduire complètement le plastique à hauteur de 30% de ce qu'on consomme aujourd'hui en plastique. C'est beaucoup, et on parlera peut-être tout à l'heure des produits solides ou des produits de recharge qui ont une empreinte environnementale nettement plus faible. Donc on va travailler beaucoup le plastique et d'utiliser 100% de plastique recyclé, recyclable, qui aujourd'hui coûte parfois plus cher que du plastique vierge. Hein. Donc on ne va pas dans une direction forcément positive parfois dans la rentabilité. On parlera peut-être d'investissement après. Deuxièmement, on va changer notre politique commerciale, donc petit à petit réduire nos mailings et nos cadeaux, hein, et les transformer en utilisant plus de digital, en faisant plus d'éco-conception sur les cadeaux que nous utilisons. Et puis la troisième partie qu'on a assez peu travaillé, là on a quelque chose à travailler, c'est notre empreinte retail, magasin, sur laquelle on a commencé à faire des choses en France, mais à l'étranger, on est encore dans de l'énergie non renouvelable. Parce que parfois on ne la trouve pas, cette énergie renouvelable. Si je prends l'exemple de la Turquie, elle est compliquée à trouver, ou parfois elle est excessivement chère à trouver dans un pays. Donc on a des leviers, à nous d'investir dans ces leviers, et puis d'avoir un meilleur recyclage de fin de vie de nos magasins aujourd'hui, voilà, pour diminuer notre empreinte. Donc on a beaucoup de chantiers devant nous, on est très confiants pour réussir cette mission. Juste peut-être pour revenir sur quelques chiffres que tu as évoqués, les moins 50% à horizon 2030, c'est sur l'ensemble de l'empreinte Scope 1, 2, 3 en valeur absolue. Tout à fait. En valeur absolue. Et ça n'a pas, c'est en cours de validation par le SBTI. Alors nous, c'est validé déjà chez nous. D'accord. Ce qu'on aimerait, c'est que le SBTI nous le valide. D'accord. Le SBTI reviendra soit validé, soit en disant vous devez aller encore plus loin. Et puis s'il faut aller plus loin, on ira plus loin. D'accord. Et effectivement, dans ce que tu décrivais, l'aspect politique commercial est assez inhabituel par rapport à d'autres acteurs. Et à l'inverse, l'empreinte du produit pur, comme vous produisez davantage en Bretagne et qu'il y a les fameux 60 hectares qui sont déployés là-bas, vous avez une empreinte moindre que d'autres acteurs cosmétiques. Après, si on regarde au niveau concurrentiel,
Il y a un certain nombre de nouveaux entrants, de nouvelles marques qui partent d'une page blanche, qui produisent un peu à la demande. Je pense à ce que fait Prose, par exemple, aux États-Unis. Il y a des acteurs low cost, voilà, du hard discount, hein, qui vendent des produits cosmétiques et qui tirent les prix vers le bas. Il y a des acteurs qui ont grosse force de frappe, je pense à L'Oréal. Donc j'imagine qu'en termes de positionnement, c'est parfois difficile de concilier ce que tu évoquais, hein, l'aspect durabilité et l'aspect rentabilité. Donc concrètement, je l'évoquais tout à l'heure en introduction, je disais il faut pivoter le modèle économique. Comment ça se passe dans cet environnement concurrentiel tendu et dans le contexte actuel? Quels sont un peu les leviers que vous avez là-dessus pour arriver à être à la fois profitable et durable, sachant qu'on est quand même sur ce créneau-là, sur un univers concurrentiel très fort? Tu as raison, il y a énormément de concurrence, ce qui est bien, parce que ça nous chahute. Tous ces modèles qui arrivent, et notamment des modèles avec des impacts plus faibles. Donc ça nous favorise, j'allais dire, ça nous impacte positivement sur l'ambition qu'on veut avoir, et ça la place encore plus haut. Après, les grands groupes m'effraient moins, si je suis transparent, parce qu'ils ont un degré de naturalité beaucoup plus faible. Ils partent de très très loin, ils ont une empreinte carbone très très forte. Ils sont moins capables de pivoter vite leur modèle d'affaires qu'un acteur comme Yves Rocher qui est capable de pivoter. Donc on est en train effectivement de pivoter en accélérant notre roadmap, notre trajectoire sur le moins de plastique dont je parlais tout à l'heure. Ça veut dire pousser le solide, ça veut dire pousser les recharges, même si le marché n'est pas encore totalement mature. On est le numéro 1 en France, c'est à nous de créer ce marché. C'est à nous de donner les recettes, d'éduquer aussi dans les usages les consommateurs qui ne sont pas toujours très prêts et qui ne sont pas prêts à basculer vers du solide ou de la recharge si c'est le même prix, voire plus cher. Parce que parfois, ces produits-là coûtent plus cher ou demandent des investissements. Si je donne un exemple, la recharge hygiène qu'on a sorti en février et qui est un vrai beau succès, c'est un investissement de 2 millions sur nos chaînes d'usines. Il faut les trouver, donc ça veut dire des arbitrages dans d'autres domaines pour trouver ces 2 millions. Et puis c'est aussi parce que ce succès-là, cette recharge-là, au millilitre, pour le consommateur, elle coûte moins cher. Donc c'est de l'ordre de 10%. Donc on est parti dans une démarche où on veut absolument démocratiser cette beauté responsable et on est prêt à réduire notre taux de marge sur ces produits-là. Tu peux je ne sais pas si tu peux communiquer quelques chiffres sur. Tu parlais de shampoing solide. Effectivement, c'est assez disruptif dans les usages et ça permet de ne pas avoir d'emballage par définition, donc pas de plastique. Est-ce que tu peux partager quelques ordres de grandeur? On parle de combien de clients ou clientes en France? Écoute, si on parle en volume d'affaires, les produits solides recharge, c'était environ 2-2,5% en 2023 en volume. Si tu prends en client, globalement, c'est à peu près la même chose. Voire, ce sont plus d'ailleurs des clients aficionados qui vont en acheter plus. Donc, c'est à peu près ce niveau-là en client. En 2024, on s'est donné l'ambition de doubler ces volumes-là. Avec notre charge, avec le déodorant solide qu'on a sorti la semaine dernière, notamment, et qui est pour l'instant un vrai succès. On va avoir des problèmes de rupture. Tant mieux, j'ai envie de dire. L'objectif qu'on se donne, c'est OK, c'est bien, on a fait x2 versus 2023, en 2024, si on le réalise, c'est de se dire à combien on veut être en 2026, à combien on veut être en 2030. Et c'est ça dont tu parlais, de pivoter. À combien? En 2026, on veut encore doubler. Et donc, on sera à 10% de nos volumes sur du solide et de la recharge. Et la logique voudrait qu'à 2030, on soit encore capable de doubler ça pour réduire notre empreinte. Si on fait ça, pour vous donner un ordre de grandeur, en 2024, déjà, on va réduire de 120 tonnes de plastique. C'est 3% de notre consommation de plastique. Alors 3%, c'est pas beaucoup, mais en même temps, 120 tonnes, c'est énorme. Donc on est super content. En 2026, on aura réduit de 300 tonnes et puis on va continuer. Voilà. On sait tous que le plastique, c'est pas bon. La recharge qu'on a mis sur le marché, c'est pour ça que ça coûte aussi 2 millions en investissement, hein. C'est très innovateur, c'est 80% de réduction de plastique pour une même contenance. C'est énorme, ça n'existe pas dans le marché en fait. On en est très très content et on va continuer à évidemment la développer. Elle n'est pas encore déployée totalement à l'international.
Sur ce que tu évoques là, ça demande effectivement des investissements. Est-ce que l'idée, du coup, c'est d'aller vers un positionnement un peu plus premium de la marque Yves Rocher, sachant qu'elle a toujours eu cette connotation d'accessibilité, ou est-ce qu'on peut déployer plus de valeur environnementale, entre guillemets, pour le même prix? Je ne crois pas à déployer de la valeur environnementale pour le même prix. Ça a un coût. Clairement, c'est un coût. Mais si on ne le fait pas, c'est un coût pour la planète. Et c'est un coût aussi pour nous à 10 ans ou à 15 ans ou à 20 ans, puisque, en fait, si je ne protège pas, ce qui fait partie de notre mission, nos plantes, si je ne cultive pas en agroécologie, potentiellement demain, je n'ai pas de plantes. Je n'ai pas de plantes, je ne sais pas faire les produits Yves Rocher. Donc globalement, je suis condamné, mais je le vois positivement, moi, ce n'est pas une condamnation pénale, je le vois positivement, je suis condamné à aller de plus en plus loin, de plus en plus fort dans cette direction. Et donc du coup, c'est comment je le fais. Et effectivement, quand on parle d'un produit solide ou quand on parle d'une recharge, ça me coûte plus cher que de faire avec plein de plastique vierge aujourd'hui. Mais j'accepte que ces produits-là vont marger moins. Mais à un moment, j'ai aussi des actionnaires. On le disait tout à l'heure, une entreprise, c'est à la fois réduire son impact environnemental, mais c'est aussi des salariés. C'est pérenniser le job des salariés, c'est pérenniser les ressources d'une entreprise. Et donc, il faut que je sois rentable. Ça veut dire que quelque part, je dois augmenter mes prix sur d'autres choses. Voilà. Et ça, on va le faire, on a commencé à le faire. On est très accessible en France. Quand on regarde le positionnement de la marque dans d'autres pays, on est moins accessible déjà. Et on voit que ça fonctionne. Donc c'est à nous de délivrer de la valeur pour le client, de la valeur dans le respect évidemment environnemental et sociétal, mais aussi plus de valeur dans l'expérience client qu'on peut avoir dans les magasins ou sur le site internet pour valoriser encore plus nos produits versus ceux de nos concurrents. Et je le répète, quand on est à 93% de naturalité, qui devient un besoin fondamental des consommateurs, on a une vraie carte à jouer. Il faut le clamer un peu plus fort que ce qu'on a fait dans le passé. Dans la Les grands notion acteurs, by the way, sont plutôt à 60% de naturalité. Donc on est contre très les loin devant. 93 que vous avez, vous. Dans la notion de passage à l'échelle, j'évoquais tout à l'heure, il faut diffuser la durabilité partout dans l'organisation, il faut des objectifs, il faut des KPI. En préparant cette conversation, tu m'as dit que vous aviez déployé la méthode OKR, donc Objective Key Results. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est mis en œuvre au niveau de la gouvernance du groupe, du comité de direction, éventuellement comment ça se cascade et quels sont ces objectifs? Et oui, c'est une méthode que j'avais mis en place moi chez Petit Bateau et qui avait été très bénéfique pour les équipes. On l'a remis là en place au niveau du groupe. Donc on a défini au niveau du groupe des objectifs qui résultent, dont certains sont RSE aussi au niveau du groupe. Et puis on l'a décliné par marque au niveau du groupe, donc par exemple chez Yves Rocher évidemment. Et dans les objectifs principaux de la marque Yves Rocher, il y en a un qui est effectivement d'être une marque plus durable. Alors, plus durable, il n'y a pas une quantification sur le mot plus durable. En revanche, dans les trois objectifs, les key results qui sont en dessous de cet objectif, les trois ont des objectifs quantitatifs. Donc, un, c'est de réduire notre empreinte carbone, moins 5%, et je l'ai dit tout à l'heure, sur 2024. Deux, c'est de doubler notre volume de produits solides et de produits recharge. Donc, c'est très concret pour les équipes. Et trois, c'est de stabiliser l'engagement de nos collaborateurs. On a un engagement excessivement fort de nos collaborateurs qu'on mesure chaque année. Et en partie, ils sont très engagés parce qu'on a justement cette stratégie environnementale. Pour 90% de nos salariés, c'est un avantage de rejoindre l'entreprise Yves Rocher parce qu'on a cette stratégie. Et donc, ça les fidélise et on veut garder cette fidélisation en les mobilisant encore plus. Donc, ces trois results, on les suit. Ils ont été définis au niveau du comité de direction de la marque avec ma petite touche pour mettre l'ambition encore plus haut. Tous les mois, on va regarder le résultat de ces résultats et ajuster nos actions, pas ajuster l'objectif, mais ajuster les actions si on n'est pas dans la plaque. Ces résultats et ces objectifs sont descendus dans chaque direction. Dans chaque patron de direction, lui aussi a ses OKR. Et ces OKR doivent contribuer aux OKR de la marque. Et en additionnant tous les OKR de toutes les directions, on doit retrouver les bons plans d'action pour réussir notre ambition collective au niveau de la marque.
Et est-ce que ça descend, donc c'est dans chaque direction, chaque patron porte donc ces 3 OKR sur une douzaine, donc à peu près un quart qui sont liés à ça. Est-ce que ça redescend encore d'un cran? Est-ce qu'on peut cascader les objectifs encore plus loin au niveau des équipes ou est-ce que c'est trop compliqué à mettre en œuvre? C'est assez compliqué à mettre en œuvre. On est descendu au niveau N-2 de CODIR, de comité de direction, ce qui est déjà un challenge. Au départ, on s'était dit N-1 de comité de direction, de tous les patrons de direction. Et on s'est dit, bah, essayons d'aller plus loin. Donc on est allé plus loin, ça marche. Ça a pris du temps. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de communication interne. Mais ça fonctionne. Et pour toutes ces personnes-là, c'est décliné dans leur bonus. Donc on a lié ce qui est parfois à faire et parfois pas à faire dans les OKR, mais on a voulu aller encore plus loin, de dire votre bonus va dépendre aussi de nos résultats sur des objectifs qui peuvent être commerciaux, mais aussi des objectifs qui vont être RSE. Et est-ce que tu peux nous dire la part variable, entre guillemets, qui est attribuable à ça ou est-ce que quoi, ou alors de grandeur au moins? L'ordre de grandeur, c'est à peu près un tiers. Comme Un tiers. nos key results et nos objectifs, c'est à peu près un tiers. D'accord. Ok. Alors, Sachant que ça fait pas mal d'années qu'on avait aussi dans les SMART, donc les bonus de nos collaborateurs, au moins un SMART minimum sur la RSE. Ça pouvait être d'être mobilisé sur des plantations, ça pouvait être de réduire l'impact plastique. Donc c'est quelque chose qui n'est pas totalement nouveau pour nous en termes de culture RSE dans l'entreprise. peut-être, je vois que le temps file. Peut-être dernière question avant de conclure. Là, on était sur la mobilisation des collaborateurs. On sait évidemment qu'il faut mobiliser l'ensemble des parties prenantes. Vous avez aussi pas mal de franchisés dans la distribution et puis dans l'écosystème plus largement, les partenaires, éventuellement les concurrents. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur la manière dont vous mobilisez ces différentes parties prenantes? Quand un franchisé nous rejoint, si on prend les franchisés, puisque en France c'est un très très gros réseau de franchisés, contrairement à d'autres pays à l'international, quand un franchisé nous rejoint, il nous rejoint aussi pour ces valeurs-là. Donc il y a finalement, j'allais dire, pas une énorme mobilisation à faire, puisqu'ils sont déjà mobilisés sur ce sujet quand ils nous rejoignent. Maintenant, c'est plus comment eux vont transmettre cette mobilisation auprès de leurs collaborateurs et auprès surtout de nos clients. Il faut qu'on arrive, et là c'est là où on a encore un travail, c'est qu'on arrive à plus mobiliser nos clients sur nos enjeux, sur nos impacts, pour changer le comportement. Donc par exemple, notre programme de fidélité change, puisqu'on attribue des points de fidélité, non pas juste des remises en fonction du nombre d'achats dans l'année, mais aussi via des points, des plantations d'arbres, des participations à des plantations. Donc les clients peuvent venir avec nous planter, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça, c'est une partie de la mobilisation. Et puis, il y a la mobilisation de nos actionnaires aussi. Donc ça, je t'en raconterai un peu plus quand je les rencontre demain et après-demain pour parler à la fois de stratégie commerciale et de stratégie RSE. Sans trop dévoiler, on va investir encore et toujours plus dans cette réduction d'impact environnemental parce que c'est notre ADN. Et c'est ce qui fait vraiment la différence de cette marque Yves Rocher par rapport à d'autres marques en France, mais aussi à l'international. On voit que cette dimension environnementale est très très forte. Je vous donne juste un chiffre. J'étais étonné au Japon, 80% des ventes de shampoing sont déjà en recharge. C'est énorme. Et on dit que les 80%. Asiatiques sont en retard. Ben, ce n'est pas tous les pays d'Asie. Donc il y a des phénomènes mondiaux qui se passent. Et nous, il ne faut pas qu'on décélère. Au contraire, il faut qu'on accélère et qu'on pivote très vite. Alors tu parles de rapidité, ça fait donc un peu moins de 9 mois que tu es à la tête d'Yves Rocher. Il y avait évidemment pas mal d'actions qui ont été mises en œuvre avant, mais avec le recul ou avec 9 mois de recul, quelle est peut-être l'action la plus emblématique que tu aies mise en œuvre? Et puis, c'est peut-être une question différente ou la même, je ne sais pas, celle dont tu es le plus fier. Juste avant Yves Rocher, si je peux me permettre, je suis super fier d'avoir embarqué Petit Bateau, hein, que je dirigeais avant, dans la voie de la seconde main, à la fois en magasin et en e-commerce, quand tout le monde disait que c'était impossible.
et qu'il n'y aurait pas de modèle de rentabilité et que dans un marché extrêmement difficile, hein, le textile enfant, c'était perdre son temps. La réalité, c'est que ça fonctionne, qu'on a trouvé, et Frédéric Mazella l'a dit tout à l'heure, hein, ce n'est pas le premier modèle qui est toujours le bon. On a mis du temps, mais on a trouvé un modèle rentable et qui est bénéfique pour la marque et le consommateur et in fine pour la planète. Quand on parle d'Yves Rocher, je pense que c'est de mettre l'ambition haute en termes de réduction, en termes d'ambition sur les recharges, sur le solide. Je le disais tout à l'heure, ce sont des produits qui marchent moins. Le marché est beaucoup moins important, donc il y a des économies d'échelle plus faibles. La marge produit, elle est plus faible. Et pourtant, il faut y aller, et pourtant, il faut accélérer et convaincre en interne, même si on est plutôt des convaincus, que on va faire x2 et que moi, je veux quand même le maintien de la marge sur les autres produits, voire plus. Voilà. Donc c'est plutôt ça, c'est d'embarquer les équipes vers une grosse ambition. Et puis une fierté, c'est d'avoir nommé une directrice RSE, ce qui me semble pour moi complètement normal au comité de direction, hein, c'était le cas chez Petit Bateau, mais n'était pas le cas chez Yves Rocher, pour complètement aligner impact économique et impact RSE, et d'avoir nommé une femme et qui a 26 ans, qui avait 26 ans à l'époque, elle a 27 ans aujourd'hui, et qui est une boule d'énergie et qui nous transforme et qui, moi, me bouscule encore plus. Donc voilà, je suis très fier. Eh bien, merci, ce sera le mot de la fin, on peut l'applaudir. Merci d'avoir partagé tous ces éléments. Merci beaucoup. Merci beaucoup.